Ok la team, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Aujourd'hui, épisode de mai 2025 sur le suivi du PEA. Tu vas voir, il s'est passé pas mal de trucs sympas, notamment avec le rebond des marchés financiers. Mon PEA a pas mal apprécié, je vais pas te cacher vu que je suis principalement en levier. Quoi qu'il en soit, si tu me découvres, bienvenue. Je tiens à rappeler que ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement un partage d'expérience. Tu sais, moi je suis le petit gars dans sa chambre qui fait sa petite expérience sur l'investissement et je te le partage en vidéo pour te montrer un petit peu comment je raisonne et qu'est-ce que je fais à titre personnel. J'ai un portefeuille 100% en levier. Donc voilà, c'est pour ça que si tu débutes, c'est pas comme ça qu'il faut attaquer selon moi. Cela dit, si tu trouves que c'est sympa quand même les vidéos, tu peux t'abonner et tu peux partager. Je te cache pas que ça soutient la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et je te propose d'attaquer tout de suite avec le PEA. Donc je t'affiche à l'écran la valorisation, on est dimanche 1er juin. 12 432,80 €. Et tu peux le voir, j'ai toujours la ligne où je suis 100% dessus. C'est ici, 100%. Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois leverage. Donc c'est un ETF de chez Amundi qui réplique le Nasdaq en x2 pour ceux qui me découvriraient. Alors, je suis sur Fortuneo. Si l'envie t'en prend d'ouvrir un compte sur Fortuneo et de commencer tes premiers pas dans la bourse, sache qu'il y a toujours actuellement sur les offres de parrainage 80 € offerts pour le filleul à condition que tu fasses un transfert ou que tu déposes initialement 1000 €. Voilà, il y a des conditions, tu n'hésiteras pas à les voir. Mais si ça t'intéresse, je te glisse un petit lien qui te permet d'afficher un code valide. Tu le retrouves en description, QR code et en épinglé commentaire. Ça soutient la chaîne. Je te remercie si tu l'utilises. Et je te disais, valorisation du PEA, 12 432,8 €. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du tableau de suivi? Puisque oui, je fais un suivi avec Excel, j'aime bien, donc c'est un Google Sheet. D'ailleurs, tu peux télécharger le tableau dans la description de la vidéo et tu pourras remplir un petit peu tes valeurs. Je donne pas forcément de cours sur Excel, donc il faudra que tu te débrouilles, mais c'est relativement simple. J'ai l'apport en fonction des mois et je note la valorisation à la clôture de chaque mois calendar. Donc là, tu vois, on est dimanche, la bourse est fermée. Hier, on était le 31 et donc j'ai noté, tu vois, mais j'avais fait un apport de 1000 € et j'ai noté 12 432 € qui correspond à la valorisation du PEA à la clôture. Et ensuite, j'ai la variation, donc du coup mensuelle en pourcentage. Donc j'ai mis net et brut. Alors brut, ça compte les apports, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la variation nette. Et tu peux voir que mars-avril, on a enchaîné, même février, mars-avril, on a enchaîné un moins 10 quasiment, suivi d'un moins 14 et d'un moins 7. Et en mai, on a repris plus 19,48%. Donc c'est pas mal, mais ça suffit pas pour rattraper ce qu'il va y avoir derrière. Quoi qu'il en soit, c'est une stratégie long terme, comme tu peux le comprendre. L'idée, c'est de tout simplement faire de la value averaging. Donc c'est une sorte de DCA, mais je vais plus axer lors des baisses. C'est exactement ce qui s'est passé et ce que tu retrouves notamment dans les dernières vidéos que j'ai partagées sur ma chaîne où tu as pu le voir. Notamment, là, tu vois, je suis sur TradingView. J'ai renforcé assez correctement les positions du LQQ quand on était un petit peu en bas. J'ai eu un petit peu de chance sur ce point-là. Mais globalement, voilà, il y a des indicateurs qui, pour moi, m'ont dit qu'il fallait que j'investisse. C'est ce que j'ai fait. Donc ça s'appelle vraiment de la value averaging. Alors, au niveau, des performances globales, puisque j'ai aussi des performances globales, je le rappelle encore une fois, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur les épisodes. J'ai ouvert mon PEA il y a assez longtemps, c'était en 2015. J'ai dû quasiment vider le PEA. J'ai vidé le PEA, il restait 75 centimes. C'était 2024 puisque j'ai fait un gros apport dans ma résidence principale. Voilà, c'était une décision réfléchie. Et j'ai décidé du coup de relancer le portefeuille à la date du 07-05-2024. Donc là, tu vois que ça y est, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai rattaqué tout ça. Et donc on a investissement total, donc ça c'est vraiment ce que j'ai versé, tu sais, c'est tout ce qu'il y a dans la colonne apport, 12 568 €. Capitalisation totale, donc là il y a écrit 12 512, mais c'est pas ça, c'est 12 432. 12 432 €. Ce qui nous donne, alors tu vas voir par contre, petit bémol au niveau des calculs des performances, puisque là
Ici, là, quand tu vois performance totale de moins 1,09%, c'est vraiment la performance totale. Globalement, je regarde ce que j'ai mis, je regarde ce que j'ai et je calcule la performance. Mais quand tu fais un DCA, tu vas lisser des positions au fur et à mesure du temps. Et le plus représentatif en termes de performance, c'est ce qu'on appelle la performance en TWR, le Total Weight Return. Pourquoi? Parce que c'est plus représentatif. Je pourrais pas forcément dans cet épisode t'expliquer le pourquoi du comment, je t'invite à te renseigner. Mais voilà, donc il y a la performance en TWR et tu vas voir que dans le côté data, il y a encore une performance qui est un petit peu différente. Bon, ça me donne moins 1,09% avec une plus-value nette, donc qui est du coup une moins-value latente de moins 136,4 €. Et quand on regarde du coup en year to date, donc depuis le 1er janvier, on se retrouve avec moins 14,2% pour la partie PEA contre 0,5% pour le S&P 500 et 1,56% pour le Nasdaq 100. Et depuis le début, c'est-à-dire depuis le 07/05 2024, eh bien le S&P 500 a fait quasiment 14% de performance, le Nasdaq 100 pratiquement 18% et mon PEA est à moins 3,4%. Donc là, ce sont ces calculs ici qui te permettent de calculer la performance en TWR. Donc je t'invite à aller voir. Voilà, il y a un calcul spécifique. Tu peux t'enseigner encore une fois si tu as envie d'aller plus loin. Alors, nous, ce qui nous intéresse avec tout ça, c'est la comparaison, tu sais, avec les indices, puisque c'est un peu la base. Tout le monde se compare. En tout cas, la plupart des investisseurs essayent de benchmarker le S&P 500. C'est un petit peu l'indice de référence. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit relativement simple. Alors, pour ça, j'ai un onglet Data, tu le vois, où je vais noter les performances du PEA, du portefeuille idéal et du S&P 500. eToro t'oublie, le portefeuille, je l'ai complètement vidé et je suis passé sur autre chose. Et du coup, on va avoir respectivement les performances, comme je te l'ai dit, du PEA, du portefeuille idéal et du S&P 500. Et par rapport à une valeur initiale, je fluctue en fonction des mois et ça me permet vraiment d'avoir un calcul qui est le plus représentatif de la réalité. Donc le PEA, tu peux le voir par rapport à ce calcul, on est à moins 3,26% depuis le début, contre respectivement, comme je te l'ai dit, 13,96%. Et si je te montre un petit peu le graphique que ça peut donner, ça donne ce graphique-là. Donc en rouge, la courbe du S&P 500. D'ailleurs, il y a un petit truc qu'il va falloir que je modifie, bouge pas. S&P 500, tac, et 14. Voilà. Tu vois, il y avait une petite erreur. Donc, on a 13,96, c'est bien ça. Moins 0,1% pour le portefeuille idéal. J'ai fait une série de vidéos là-dessus. Et moins 3,26% sur le PEA. Alors, tu peux le voir que le PEA est beaucoup plus volatile et c'est normal puisqu'il est en levier. L'idée, c'est avec le temps et à condition qu'un marché soit haussier, que le marché soit haussier pendant quand même pas mal d'années, même si on subit des corrections. Comme je te l'ai dit, vu que je fais du value averaging, je renforce des positions et j'ai quand même bon espoir que dans le temps, sur une échelle de temps de 5-10 ans, le PEA surperforme l'indice du S&P 500, mais encore une fois, ça dépend de pas mal de conditions et c'est d'ailleurs un petit peu ce que je vais te montrer derrière avec les simulations de portefeuille. Donc voilà, on a de la volatilité, on a un S&P 500 qui pour l'instant est toujours devant. Voilà, c'est pour te dire à quel point c'est compliqué de surperformer le S&P 500. Ça peut arriver assez facilement sur une petite année, mais sur le long terme, ça reste relativement compliqué. D'ailleurs, S&P 500, on va se mettre dessus. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, on a eu quand même une sacrée correction. Il semblerait qu'on ait vu un point bas aux alentours du 7 et 8 avril. Et là, on se reprend un peu. Pour l'instant, ça range depuis quelques jours, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y a une suspension des droits, puis finalement, non, etc. Donc, on va voir, quoi qu'il en soit, c'est toujours le sujet du moment. Quels vont être les droits de douane finales qui seront appliqués sur les différents pays, les différents États. Et on verra tout simplement comment réagit la bourse. Malgré que, tu vois, par exemple, il y a eu les résultats d'NVIDIA il n'y a pas si longtemps que ça. Et les résultats d'NVIDIA, on peut même aller dessus, on est là, ont été relativement intéressants puisque, il y a 10% de surprise. C'est comme ça que l'appelle TradingView. C'est-à-dire que
les bénéfices estimés étaient de 0,737 et en reporté, on avait 0,81. Donc ça, c'est au niveau des revenus, tu vois, on est en milliards. On estimait 43,33 milliards et en réalité, on a eu 44,06 milliards. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les sociétés donnent encore de très très bonnes performances. Alors maintenant, eh bien, passons sur le côté réflexion. Alors, toujours pareil, c'est un site que j'ai déjà montré dans la dernière vidéo. C'est un site qui s'appelle testful.io qui permet, comme tu peux le voir, de tester des portefeuilles par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Alors, c'est pas magique, ça va pas te donner les performances du futur puisqu'on sait pas encore ce qui va se passer, mais néanmoins, eh bien, ça permet d'avoir du backtesting de portefeuille en fonction de certaines stratégies. Alors, moi, ce que je me suis amusé à faire, par exemple, c'est, puisque comme je suis sur une stratégie exclusivement sur du levier, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe depuis 1997. Au moins, on a dans la plage la crise des dot-com, des valeurs technologiques en 2000, la crise des subprimes et le Covid avec au milieu le Brexit. Mais le Brexit, ça n'a pas été très violent. Donc globalement, on a vraiment, on va dire, deux très grosses crises et le Covid qui a été un crack éclair. Et l'idée, eh bien, c'est de tout simplement regarder ce que ça peut donner avec un investissement initial de 10 000 $ et de comparer ça en créant des portefeuilles. Donc là, on a un portefeuille S&P 500, on a un portefeuille en Nasdaq x2 et tu vois, je peux rajouter carrément un portefeuille, pourquoi pas en Nasdaq en x2.5, on va appeler Nasdaq x2.5. On va mettre 100%, on va mettre quand même des frais à 0,6. On va pas faire de rebalancement de portefeuille et on va même rajouter un Nasdaq x3. Donc là, on le met en x3, en 100%. Et pas de rebalancement. Et on va mettre des frais à 0,75 qui correspondent peut-être plus à une certaine réalité. Et on fait backtest. À partir de ce moment-là, voilà. On a des résultats. Donc, on va descendre un petit peu. Voilà. Comme ça. Alors, le gros avantage, tu vois, là, je suis en logarithmique. Parce que si j'enlève le log, ça donne ça. C'est plus flagrant quand on se met en log, je trouve. Et quand on met le curseur sur le graphe, eh bien, juste en dessous, tu vois, juste à ce niveau-là, ça va te donner vraiment la valorisation du portefeuille tel qu'on l'aurait eu si on avait investi 10 000 $, c'est-à-dire en 1997. Donc là, sur ce scénario, eh bien, on peut voir qu'à la fin, on a alors déjà, on peut voir que pendant très longtemps, parce que là, il y a eu le gros pic de la bulle des dot-com, on peut voir que pendant très longtemps, eh bien, tous les leviers dans l'ordre respectif de x2, x2,5 et x3 ont sous-performé le S&P 500 de 2001 jusqu'à ici pour le x2, c'est-à-dire jusqu'à 2017. Donc là, ça fait relativement mal, puisqu'on a plus de 15 ans de sous-performance. Et à la fin, on se retrouve eh bien, avec le Nasdaq en x2 qui est en tête, suivi du Nasdaq en x2,5, suivi du S&P 500, suivi du Nasdaq en x3. Donc on peut voir que déjà techniquement, si on se prend vraiment la bulle des dot-com et qu'on a investi quelques années avant, sur du levier, notamment sur du levier sur du Nasdaq, ça fait extrêmement mal. Maintenant, on peut faire le test comme tu peux le voir en prenant par exemple eh bien, juste après la crise. Donc pour ça, on va se mettre en 2003. On clique sur backtest et c'est pareil, ça nous fait une nouvelle simulation. On peut voir que juste avant la crise, eh bien, pour le coup, là, globalement, les leviers sont quasi systématiquement en surperformance par rapport au S&P 500, sauf pendant la crise des subprimes. Forcément, plus la crise est violente, plus les leviers prennent cher. Ça, c'est normal. Mais étant donné qu'on a eu ensuite une super décennie, même une quinzaine d'années, globalement de 2010 à maintenant, avec un marché qui était systématiquement haussier, sans grosse crise, même si on a eu 2022,
eh bien on peut voir qu'il y a vraiment une énorme surperformance des leviers. Mais ça, c'est parce qu'on a quand même eu un marché relativement haussier. Et par rapport à la simulation d'avant, c'est qu'aussi avant, on avait eu un crack relativement sévère. Puisque le Nasdaq s'était vraiment envolé sur des sommets, on avait un price earning général à plus de 100 de mémoire. Bref, c'était totalement n'importe quoi. Donc ça permet vraiment de backtester plusieurs choses. L'avantage, c'est que là, on a quand même deux grosses crises. C'est pour ça que je vais me remettre quand même en 1997, parce que c'est pas du tout exclu, eh bien qu'on ait une crise relativement importante sur les prochaines années. Donc ça, c'est pour le cas du lump sum. C'est-à-dire qu'on a mis 10 000 euros de base et qu'on n'a pas fait de DCA, on n'a pas fait de value averaging, bref, on n'a pas renforcé les positions. Maintenant, on peut, c'est ça qui est bien, on peut par exemple dire que tous les mois, eh bien, on va mettre 1000 $. Donc ça paraît beaucoup, on peut même le faire avec 500 $. Tiens, pour commencer, en monthly, voilà. Et du coup, eh bien, en backtest. Donc là, on fait ce qu'on appelle un DCA et on rajoute 500 euros, enfin 500 $ tous les mois sans réfléchir. Et là, un petit peu comme tout à l'heure, on va avoir des leviers qui vont sous-performer l'indice de référence puisque en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend la première crise, on n'a pas le temps de remonter, qu'on reprend la deuxième crise et ça fait relativement, voire très très mal sur du levier. Quoi qu'il en soit, on passe quand même relativement en positif par la suite, alors que tout à l'heure, rappelle-toi, bah, on n'avait pas... il y avait, je crois que c'était le x3 qui sous-performait l'indice S&P 500. Mais on peut voir aussi quelque chose, c'est que maintenant, si on avait vraiment plus de moyens, et qu'on mettait par exemple 500 euros de cash flow, non plus par mois, mais par semaine, donc là, ça ferait 2000 euros d'investissement. Alors, je suis totalement conscient que c'est pas du tout à la portée de tout le monde, mais c'est simplement pour te montrer, si on backtest, eh bien, on peut s'apercevoir que on a encore une fois la même courbe globalement, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais x2 ou x3 sur ton DCA que forcément ça change grandement les choses. Ça change les choses à la fin sur la valorisation du portefeuille puisque tu peux le voir en x3, on est à 29 millions de valo contre 26 millions en 2.5 contre globalement 20 millions en x2 et seulement entre guillemets 4 millions sur le S&P 500. Mais encore une fois, là, imagine-toi que à la place du Covid, on a vraiment un crack qui est beaucoup plus important et qui dure pendant 2 ans. Eh bien, tu t'aperçois que, enfin, je suis quasiment certain pour le coup que le levier serait en sous-performance par rapport au S&P 500. Donc, de mon point de vue, c'est pour ça que sur du levier et notamment en long terme, soit tu lump sum, mais à condition d'être exclusivement sur un bon point d'entrée, c'est-à-dire en profiter pendant un crack et où tu es sûr que ça y est, on est sur un crack relativement sévère, quelque chose qui ne s'est pas produit souvent dans l'histoire, ou peut-être qu'effectivement ça te permettra de surperformer l'indice de base. Sinon, de mon point de vue, il faut vraiment pas lump sum, à part si t'es, comme je te l'ai dit, dans un crack ou dans une très grosse correction. Il vaut mieux faire du DCA et garder un petit peu d'argent sous le coude pour lisser des positions en faisant des injections assez massives de liquidité pour tout simplement lisser ton PRU. C'est globalement l'approche que j'ai eue quand j'ai investi sur le LQQ pendant la correction qu'on a eue là des droits de douane. Je peux te remontrer hein, sur le LQQ, tu vois, j'ai principalement acheté ici, donc c'était aux alentours des 800 euros. J'ai même eu un point d'entrée à 726 euros, tu les as ici les PRU. Mais globalement, si on fait la moyenne, on est aux alentours des 800 euros. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, le LQQ, comme je te l'ai montré tout à l'heure, s'échange à 1118 euros la part. Donc, ceux qui font du levier, je vous conseille d'aller sur testful.io, ne serait-ce que pour backtester plusieurs choses et surtout pour voir un petit peu comment va réagir ton portefeuille si jamais on se tape des crises aussi importantes que ce qu'on a eu en 2000 et 2008, 2009 et surtout dans le cadre où on se tape vraiment deux grosses crises. Parce que là, tu vois que si jamais je décale la courbe et qu'on se met en 2003, c'est-à-dire qu'on évite la première crise, bah évidemment que le portefeuille est relativement incroyable. Tu vois, ça nous donne des performances de plus de 20% sur tous les leviers. Malgré 20%, c'est le rendement moyen annualisé. Hein.
c'est le CAGR, Compound Annual Growth Rate. Si jamais par contre on backtest, c'est-à-dire après la crise et qu'on revient 2010, là forcément ton portefeuille est incroyable en levier parce que évidemment on a eu comme je te l'ai dit plus qu'une décennie, c'est 15 ans quasi de hausse sans s'arrêter. Là tu vois, le portefeuille nous donnerait 30% de rendement moyen annualisé, même 36% pour le x3 contre 13,4% pour le S&P 500, ce qui est déjà incroyablement élevé sur un rendement moyen annualisé. Et si on regarde tout simplement eh bien, la valo des portefeuilles, tu peux le voir en bas, 11 millions sur du x3, 8,8 millions sur du x2.5, 6 millions sur du x2 et on est à 1,3 million sur du S&P 500. Mais encore une fois, là, suffit qu'une crise arrive, quelque chose de sérieux où on prend moins 50 ou moins 70% et ça peut faire relativement mal. Rappelle-toi, sur le S&P 500, non, on va se mettre carrément sur le Nasdaq, parce qu'on est quand même sur un indice du Nasdaq. On va aller en 2000. Hop, c'est juste ici, voilà. Tu peux le voir entre les plus hauts, qui étaient globalement là, hein, et les plus bas, globalement ici, moins 83,3% sur le Nasdaq 100 entre mars 2000 et octobre 2002. Moins 83%. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est violent. Donc imagine-toi en levier ce que ça peut donner. Et toujours pareil, tu as l'asymétrie des performances entre les performances positives et les performances négatives. Ce qu'on appelle le bêta slippage si tu veux sur le levier. Mais le bêta slippage est aussi présent sur du non-levier. C'est simplement qu'en levier, bah forcément ça accentue énormément le bêta slippage. Si tu veux, si tu fais moins 90%, il va te falloir faire un plus 1000% pour revenir à 0 en termes de performance. Mais si tu fais moins 99%, tu t'imagines qu'il va falloir faire peut-être plus 10 ou 20 000%. J'ai même pas calculé, mais ça doit être absolument énorme. Il faut faire 100 fois la performance globalement pour remonter. Donc ouais, il doit falloir faire du plus 10 000%. C'est pour ça que je trouve que le levier, ça reste intéressant. Maintenant, faut pas faire n'importe quoi comme tu l'as vu. Le lump sum, c'est que dans des conditions très spécifiques. Sinon, vaut mieux faire un petit DCA tranquillou et si possible, faire de la value averaging à condition d'avoir eh bien, des étoiles alignées. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu as vraiment des indicateurs qui te disent que là, potentiellement, on est sur un bon point d'entrée. C'est ce que j'ai fait à titre perso. Je l'avais partagé notamment sur mon groupe privé Telegram. Donc, si ça t'intéresse, c'est des infos vraiment privées, Telegram privé, Discord privé, où je te dis quand est-ce que je passe des ordres et notamment quand j'estime que c'est un point ultra intéressant. Alors, je suis content parce que ça a relativement bien marché, comme je te l'ai dit, aux alentours du 7 et 8 avril 2025 ici. Donc, si ça t'intéresse, n'hésiteras pas. Tu peux jeter un œil, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Et tu n'hésiteras pas aussi à nous rejoindre sur le Discord communautaire gratuit, le public. Pour le coup, là, on échange régulièrement sur la thématique des finances et de l'investissement pour parler tout simplement de choses comme ça, partage de screenshots, etc. Bref, on échange autour de la bourse. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que tu as kiffé. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui t'intéresse, si peut-être que tu aurais aimé que j'aille plus loin sur la partie backtesting, une vraie vidéo, pourquoi pas un live où on étudie tout ça. Je pense que ça peut intéresser des gens. Donc voilà, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Je vais te laisser avec une vidéo bourse. Et toujours pareil, si tu as envie d'ouvrir un PEA, pense à moi, il y a le code de parrainage. Je te dis à très bientôt, c'était Jérém. Salut!